La monnaie est-elle un frein au développement, particulièrement dans la zone Afrique francophone? C'est le thème du jour et nous en parlons avec King Dojro, il est expert en structuration économique et financière, promotion de Yayira Estate. C'est un grand projet immobilier togolais. Il est avec Kokou Chamsi, Kokou Muntu Chamsi, analyste économique et gérant du fonds d'investissement populaire INABI. Et pour cette seconde partie, vous téléspectateurs, vous êtes très nombreux à nous écrire. Le numéro plus 228 96 46 10 31. Et je voudrais commencer avec Monsieur Apeti Sodjeron qui nous écrit: bonjour, chers panélistes, émission très intéressante pour moi. La monnaie est avant tout un outil politique et toutes les conséquences économiques en découlent. Nous sommes premiers producteurs de coton, café, cacao et on sait comment se fixent les prix sans impliquer le producteur local. On voit comment actuellement l'Union européenne nargue les producteurs de café, cacao, palmier, prétextant que cela nuit à l'environnement. C'est un véritable moyen de chantage des peuples faibles avec ou sans monnaie autonome. Monsieur Apeti Sodjeron, voilà son intervention. Monsieur Chamsi. Oui, effectivement, M. Apeti Sodjeron, le docteur, il a raison parfaitement sur toute la ligne. En fait, comme je le disais tantôt, l'Union européenne n'a pas intérêt que l'Afrique se développe. Donc si vous comprenez bien ce qui se passe actuellement avec le café cacao et tout le reste, c'est juste une guerre économique qu'ils ont déclenchée et ils ont les instruments de leur guerre parce que nous-mêmes on a mis dans leurs mains tous les instruments de notre souveraineté. Vous voyez un peu, pour aller un peu plus en profondeur, en ce qui concerne le café et le cacao, vous êtes sans savoir qu'il y a de cela 2 ans, le Ghana et la Côte d'Ivoire se sont mis ensemble pour dire c'est les deux plus gros producteurs mondiaux du café et du cacao. Ils se sont dit, bon, dorénavant, il faut qu'on revoie un peu le prix à la hausse parce que nos paysans souffrent trop, c'est eux qui produisent mais ils n'ont rien. Puisque la transformation ne se fait pas chez nous, donc il faut revoir le prix. Et sur le marché international, ils leur ont opposé une fait de non-recevoir. Ils disent c'est impossible. Alors, le Ghana et la Côte d'Ivoire disent, mais c'est nous qui produisons, c'est pas vous. Et pourquoi vous allez nous imposer votre prix et vous dites que ce n'est pas possible de revaloriser un peu. Et donc, dans cette guerre, la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont dit, bon, ok, on va commencer par installer de petites unités de transformation chez nous pour transformer une partie avant d'exporter le reste. Alors, pour casser tout ça, l'Union européenne dit que, bon, voilà, ce qu'ils produisent n'est plus écologiquement propre. Alors que, quand vous les observez en Europe, ils produisent encore au charbon. Ils ont des centrales nucléaires qui sont en activité. Avec la crise avec la Russie, on a compris que le gaz qu'ils utilisaient en Europe vient de la Russie. Et quand eux-mêmes, ils se sont sanctionnés et que la Russie a commencé par fermer le robinet, ils se sont remis au charbon pour produire. Mais quelle leçon ils ont à nous donner? Et j'ai apprécié pour une seule fois quand le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire leur a répondu en leur disant que c'est de l'embêtement. Parce que eux, ils produisent quoi écologiquement depuis qu'ils ont commencé par produire. Donc, tout le problème, en fait, c'est que nous arrivions à transformer nos produits sur place. Et pour transformer nos produits sur place, un problème se pose. Comment financer? Maintenant, dans ce comment financer, nous n'avons pas la souveraineté sur la monnaie. Alors, ceux qui fabriquent la monnaie ont donné des directives. Et excusez-moi, si les banquiers nous suivent, qu'ils commencent pas à réfléchir parce que la formation qu'ils reçoivent, on leur donne tellement de contraintes pour financer le local que avec le calcul des risques et tout, ça y est, comme ça, sans qu'on le leur dise directement, ne financez pas le local. Lorsque les gens viennent avec des projets pour produire sur le plan local, ils trouvent qu'il y a trop de risques. Or, qui ne risque rien, n'a rien. Il faut quand même commencer quelque part. Et ici aussi, la vie va à l'État. C'est à l'État de donner des directives aux banques commerciales, puisque nous n'avons plus de banque nationale, aux banques commerciales pour dire, moi, État togolais, je veux que dorénavant, les entreprises nationales soient financées à telle hauteur minimum. Et si c'est fait, on aura des résultats. Deuxième instrument qu'on peut mettre en place, c'est les fonds d'investissement. Ce qui est curieux, c'est que en Europe, pour se développer, c'est les fonds d'investissement qui financent les projets. Mais ici en Afrique, pour se développer, on nous parle des banques.
Or, les banques, ils sont plus commerciales. C'est-à-dire, eux, ils veulent gagner plus d'argent et donc, ils te prêtent de l'argent et l'argent là doit être rémunéré régulièrement. Alors que les fonds d'investissement, c'est des fonds qui investissent dans ton capital, qui portent ce capital-là à un niveau plus élevé pour que tu puisses produire. Et quand un fonds d'investissement te donne de l'argent, il t'accompagne en fait. Il ne te met pas la pression pour te dire, bon voilà, à telle période, il faut me reverser mon capital avec intérêt. Non, rien. Tu as l'argent pendant tout ce temps pour travailler avec. Tu peux mettre en place des unités, tout ce qu'il faut. Et quand tu produis, à la fin de l'année, tu fais ton bilan. Il vient s'asseoir avec toi, avec tous les instruments de contrôle, bien sûr. Tu as gagné combien? Ah, voilà la part de mon investissement que j'ai mis dans ton business. Donc, c'est telle part de bénéfice qui me revient. Le fonds d'investissement ne viendra pas te dire rembourse-moi mon capital pendant que ton entreprise est en train de grandir. Donc, nous n'avons pas de fonds d'investissement dans nos pays pour financer ce développement. Nous n'avons pas la maîtrise de notre monnaie. Comment est-ce qu'on peut financer la production? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se tourne toujours vers l'extérieur. Lorsqu'on dit financer, on parle de financement, on pense automatiquement aux Européens, on pense automatiquement aux Américains. Alors que lorsqu'on aura un fonds d'investissement en bonne et due forme, puisqu'on ne maîtrise pas pour le moment la monnaie, on peut quand même créer des fonds. Si on a des fonds d'investissement qui mobilisent ne serait-ce que 100 milliards par an, 200 milliards, 2000 milliards, et qu'on commence pas à financer de grandes entreprises à hauteur de 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards, et toutes ces entreprises mettent en place tous les mécanismes de contrôle. Parce qu'il y a ça aussi, pour faire les certifications, pour pouvoir exporter en Chine, en Europe, aux États-Unis, il faut les certifications. Alors il faut beaucoup d'argent pour ces certifications. Mais si on donne par exemple 20 milliards à un entrepreneur togolais pour transformer ne serait-ce que le coton en tissu et ensuite le tissu en habit pour les Togolais, et qu'on lui donne cet argent, il va pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut, aller acheter même le coton à un meilleur prix, rémunérer bien les producteurs, et ainsi le pays se porterait mieux. C'est ce que vous tentez de faire à travers le Fonds d'investissement populaire. Effectivement. INABI. King, j'ai envie d'écrire un livre, Le développement impossible. Dans les contextes actuels, c'est pas impossible. On sent le poids de la monnaie dans le développement de nos pays, juste parce que notre économie est orientée quasiment vers l'importation. Alors qu'on ne peut pas importer sans faire appel à la monnaie. Mais si le jour qu'on en fait, l'importance que la monnaie a aujourd'hui dans notre développement économique est due au fait que notre modèle économique est orienté à l'import, vous verrez dans les années à venir que dès qu'on change de paradigme, cette dépendance cette dépendance au dollar qui fait que quand il faut acheter le dollar qui est d'abord le premier bien qu'il faut acquérir pour pouvoir importer les autres biens, que nous sommes moins demandeurs de ce bien, vous allez voir que les choses vont commencer à changer systématiquement. Ça va renvoyer les gens au champ, d'abord pour commencer, à transformer d'abord nos sols. Ça va renvoyer les gens à transformer d'autres secteurs tels que quand le Nigeria a été mis sous pression et était retrouvé dans une situation de manque de devises pour pouvoir importer, ça a amené le Nigeria à développer beaucoup de secteurs de l'activité industrielle, à produire énormément ce qu'il consomme dans le pays. Donc, d'autres pays ont été mis sous pression avec la crise sanitaire, mais ça n'a pas changé les habitudes. Concrètement, comment peut-on inverser la tendance, changer le paradigme, comme vous dites? Bien évidemment, je pense que c'est une question d'éveil de conscience et d'une révolution carrément dans l'approche sur le plan économique. Redéfinir les choses, parce que jusqu'alors, on est toujours focalisé sur les définitions universitaires, mais nous ne faisons même pas attention à notre pratique, à notre quotidien. Il faut qu'on se plonge dans notre quotidien pour pouvoir déceler ce qui est notre réalité. Quelle est la définition aujourd'hui de ce que c'est que la monnaie dans notre quotidien? Pourquoi est-ce que la monnaie est si importante chez nous, sans laquelle notre économie ne peut pas se développer ou bien notre pays ne peut pas se développer? C'est dû au fait que nous ne voudrons pas nous pencher véritablement sur la question. Mais si on se penche sur la question telle qu'on le fait sur le plateau ici, on s'en rend qu'en fait, notre
plus grand malheur est dans le modèle économique que nous avons adopté depuis lors, qu'il faut définitivement changer. Changer ce modèle économique ne demande pas forcément qu'il y ait de la monnaie qui soit injectée. C'est une question de détermination de la population, des citoyens, due à un nouveau mot d'ordre que le roi doit donner à son peuple. Si par exemple on nous dit, le roi dit, je veux que tout le monde s'abstienne à consommer tout ce qui est importé. Ce n'est pas seulement eux qui ont le monopole de définir que ce que nous consommons soit de bonne qualité ou pas. On vous dit par exemple que le sorabi n'est pas bon pour la santé, mais le rhum qui est importé est très bon et le vin est bon pour le cœur. Ça, c'est déjà un message. On vous dit le vin de palme n'est pas de bonne qualité, mais le vin rouge... Que l'huile rouge n'est pas de bonne qualité, ça contient du le vin cholestérol. rouge guérit le cœur. On vous dit que l'huile rouge est pleine de cholestérol. Mais quand on vous dit l'huile de tournesol est bon pour la santé. On vous dit que la viande rouge n'est pas bon pour la santé. Mais on vous dit que la viande importée, le poisson importé de tous ces pays-là, c'est bon pour la santé. Et que vous acceptez. Ça change systématiquement votre habitude alimentaire, pour dépendre donc de leur production. C'est un travail psychologique qui se fait quotidiennement. Il y a des spécialistes nutritionnistes africains qui sont dans la dynamique de nous décourager de consommer nos aliments. Et moi, j'ai fait un constat. En Afrique de l'Ouest, on nous a convaincus que quand tu manges trop de la viande, tu auras hémorroïdes. Mais moi, j'ai vécu en mission toute une année au Tchad. Les Tchadiens mangent de la viande du 1er au 31 mai, mais ils n'ont pas d'hémorroïdes. C'est psychologique en fait. En fait, même en Europe, les plats sont principalement la viande avant d'être accompagnés par les garnitures. Allez, par exemple, en Afrique maghrébine, au Maroc, en Tunisie, la viande est la première nourriture qu'on nous sert. Mais chez nous ici, comme ils savent qu'on a beaucoup de forêts, qu'on a beaucoup de gibier, si il n'y a pas Ebola pour vous interdire de manger les gibiers, c'est qu'il y a un problème. Donc du coup, on change d'abord vos habitudes alimentaires pour que vous soyez orienté vers l'importation. C'est un travail minutieux qui a été fait. On change vos habitudes médiatiques aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut consommer Niwo TV. Effectivement, j'ai été très heureux quand j'ai appris que pour une fois, Niwo TV a ravi la vedette à Canal+. Oui, c'est notre... Parce que les gens n'ont pas encore vu la portée de cette information, mais moi je le vois et je suis très heureux. Parce que ça va. Beaucoup ont Canal+, parce que c'est les matchs. C'est les matchs. Et donc après, ils consomment Canal+, en attendant que les matchs ne viennent. Aujourd'hui, j'ai vu comment les gens ont acheté les décodeurs de New World TV. Je suis très heureux. Franchement, il faut qu'on commence quelque part et ça commence pas à venir. Et le message que moi j'ai à donner à New World TV par rapport à ça, le message c'est que New World TV sache que dorénavant, New World TV doit accompagner les acteurs sur le terrain, par exemple les producteurs de vidéos, de films togolais et tout. Ce qui se fait déjà. Voilà, okay. Merci beaucoup. Parce que nous attendons le financement d'Inabi. D'accord. On verra bien. Bonjour le plateau, joyeux Noël. Le franc CFA, c'est du nazisme monétaire où on est notre indépendance, ainsi notre portefeuille est géré par un tiers. Toutes les monnaies sont d'origine politique, y compris le franc CFA. Les peuples africains doivent juste laisser le franc CFA pour leur propre monnaie, qui ne doit rien avoir avec le colon, mais avec les matières premières, anisées de l'eau même. Mais il se fait que certains pays frappent leur propre monnaie, mais sont autant en difficulté que ceux qui utilisent le franc CFA. Koko Chamsi. Oui, exemple de pays. La Guinée. Bon, vous savez, l'histoire de la Guinée, c'est toute une autre histoire. Mais la France a saboté le franc guinéen en fabriquant de la fausse monnaie et a déversé cette fausse monnaie à des milliards dans le pays pour dévaluer le pays. Aujourd'hui, quand vous allez en Guinée, vous voulez payer quelque chose, leur monnaie n'a pas vraiment de la valeur. Il faut aussi dire que le développement, ce n'est pas simplement une question de monnaie simple. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et donc, lorsque
la monnaie qui est aujourd'hui je peux dire le régulateur de l'économie en quelque sorte. Lorsque cette monnaie-là n'est pas détenue par l'État, c'est une question de souveraineté que vous n'avez pas. Comment est-ce que vous pouvez vous développer? Il a parlé du nazisme économique. Je vais expliquer un peu pourquoi on parle du franc CFA en tant qu'un système nazi. En fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont occupé la France, les Allemands voulaient contrôler totalement l'économie française. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les maîtriser totalement? Et ils se sont dit, ben voilà, dorénavant, tout ce que la France va produire sera vendu, mais c'est à nous de garantir, c'est-à-dire de leur fabriquer leur monnaie, et de garantir quel taux. Donc, tout ce que la France vendait en devises rentrait directement à Berlin. Berlin pouvait en disposer comme il veut. Et par la suite, Berlin convertit une partie qu'il envoie simplement en France. Et quand il envoie ça en France, qu'est-ce que Berlin fait avec cette monnaie? Berlin gratifie ceux qui sont ses collaborateurs. Vous allez voir les Pétains et autres là, qui ont collaboré avec les nazis, ils étaient très riches. Parce que quand on vient, on dit, ah voilà, toi tu es un bon gars, on te donne tel montant, toi tu travailles bien, on te paye comme ça, toi tu fais ceci, on te donne. Et au détriment de qui? De la population qui travaille en bas. Et donc, quand la guerre est finie, la France a vu ce système, et quand les indépendances étaient arrivées, ils disent, ah ben, et si on appliquait la même chose aux États africains? Alors, De Gaulle a mis en place ce système, justement, pourquoi? Pour nous contrôler. Et comme c'est eux qui fabriquent l'argent, c'est eux qui déterminent quelle quantité ils doivent donner au Togo, quelle quantité ils doivent donner à la Côte d'Ivoire, quelle quantité ils doivent donner au Bénin, ainsi de suite. Ils ont des pays qui leur sont d'abord acquis, et donc là où ils dirigent le plus de monnaie. Par exemple, la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui ne se plaint pas trop de la monnaie CFA, parce que le pays là a toujours collaboré, sauf sous Gbagbo, avec la France. Et les dirigeants de la BCEAO, par exemple, le professeur Kakonou Boukpo l'a dit clairement sur des plateaux, que les dirigeants de la BCEAO prenaient des 13e, 14e mois. Alors que le salaire du DG de la BCEAO fait 1000 fois comment on appelle ça, le SMIG du Togolais lambda. Ça est 35 000 francs CFA fois 1000. Donc, quand le système est comme ça et qu'on récompense ceux-là qui vous dirigent, on leur donne suffisamment d'argent, ils ne voient plus la nécessité de changer ce système. En plus de tout ça, ils ont la facilité, il y a la libre transférabilité des biens de notre région économique vers d'autres régions, ce qui facilite tous les investisseurs étrangers. Lorsque vous venez au Togo, vous produisez des biens et vous avez gagné peut-être comme intérêt 1 milliard. Aujourd'hui, vous pouvez rapatrier les 1 milliard sans que personne ne vous dise non, vous ne pouvez pas. Alors que sous d'autres cieux, c'est impossible. Vous ne pouvez rapatrier que 5% de ce que vous avez gagné. Vous avez le devoir de réinvestir dans le pays en question. Ah bon? Oui, sous d'autres cieux. Sous Kadhafi, c'était 2%. Et donc, quand c'est comme ça, on développe le pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on produit, il y a des gens qui viennent produire des biens chez nous. C'est nous qui consommons ces biens, par exemple le ciment et autres. Mais ces entreprises-là gagnent énormément d'argent. Mais cet argent-là ne nous sert pas. Cet argent est rapatrié dans les pays développés pour aller financer leur économie. Prenons ceux qui interviennent dans la zone franc, les Libanais qui viennent, ils rapatrient leur monnaie, leurs bénéfices totalement chez eux. Ce qui fait que au finish, pour financer le développement local, il n'y a pas d'argent. Du coup, on est obligé à chaque fois d'aller frapper à la porte du FMI pour dire, bon, donnez-nous un peu de sous, on veut se développer. Le Ghana à côté, malgré ce que les gens peuvent dire sur leur monnaie et quoi, le Ghana a connu vraiment une percée énorme. Sous les autres présidents, jusqu'à tout récemment, quand Nana Akufo-Addo a pris le pouvoir, il a vu que le Ghana était tellement riche qu'il a fait un discours pour dire nous n'avons plus besoin de quoi? Du FMI. Pendant ce temps, les Togolais se moquaient de la monnaie ghanéenne, que c'est une faible monnaie, tu prends combien, tu prends... Mais au même moment, le Ghana se portait économiquement très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que sur les 4 dernières années, le président ghanéen a commencé par jouer à la corruption chez lui. Il a laissé les choses aller dans le mauvais sens, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le Ghana doit être mis sous infusion. D'où l'accord que le Ghana a signé tout récemment avec le Fonds monétaire international. Où est passée toute la richesse que le Ghana avait accumulée dans le passé? Puisque le constat aujourd'hui, c'est que le Ghana va mal. Et donc, voilà, c'est la mauvaise gouvernance
qui amène tout ça. Si vous êtes souverain de votre monnaie et que vous gérez bien votre pays, vous allez grandir comme le Nigeria, vous allez grandir comme l'Égypte, vous allez grandir comme le Maroc, vous allez grandir comme tous les pays. Et ironie du sort, Nana Akufo-Addo, un des rares présidents ghanéens, parlait couramment français. Et effectivement, il a copié ses confrères de la sous-région. Peut-être qu'il veut un troisième. Moi, je continue à soutenir qu'en fait, revenons toujours au rôle que joue la monnaie. À quel moment elle a apparu dans l'habitude des humains pour pouvoir apprécier sa pertinence dans le développement de nos pays. Que vous ayez votre propre monnaie, que vous fabriquez la monnaie ou pas. Mais tant que votre économie est une économie d'importation, votre monnaie sera tout faible et vous n'aurez pas de développement. La base d'un développement certain de tous les pays du monde, c'est la production de ce qu'on consomme. Pour attirer dans un premier temps vers vous des gens qui auront besoin de vos produits. Vous voyez que en France, le attiqué que je paye à côté, c'est un Pakistanais qui vend ça, alors que c'est un produit africain. Pakistanais acheté ça en Chine. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors, vous imaginez que je mange je consomme le Milo le matin. Et ce Milo me vient de l'Europe, mais c'est la Côte d'Ivoire qui en est le producteur premier. Donc c'est de ça qu'il s'agit d'une manière ou d'une autre. Que vous ayez votre monnaie. Aujourd'hui, la monnaie guinéenne, tu as bien fait de la citer en exemple. Pour dire que le problème n'est pas forcément d'avoir sa propre monnaie ou bien de battre sa monnaie, mais le problème est de mettre en place une dynamique locale, une dynamique nationale de transformation de nos matières premières sur le plan alimentaire, sur tous les plans, pour pouvoir satisfaire le besoin que exprime la population, le peuple, en termes de consommation. Une fois qu'on arrive à ce niveau de modèle, vous allez voir que la question de monnaie même ne sera même plus une question. Parce que les grandes transactions aujourd'hui sont faites même sans la monnaie. Vous imaginez que la Chine finance beaucoup de pays africains sans même faire appel même à la monnaie. Mais, surtout avec l'introduction des crypto-monnaies. Non, j'allais dire que le financement que la Chine fait en Afrique sans la monnaie, on peut dire, c'est comme le troc. C'est des échanges de services en fait. C'est pour dire combien de fois c'est le modèle économique qui définit le niveau de développement d'un pays en fait. En fait, la Chine a fait ça pour contourner le mécanisme bizarre que le franc CFA a mis en place. C'était surtout ça. Alors, en fait, si c'était le dollar, la France... C'est l'un des exemples qui prouve à suffisance qu'en fait, le développement de nos pays ne dépend pas de la monnaie, mais dépend plutôt du modèle économique que nous avons dans nos pays. Étant donné qu'à la base, nous pouvons vivre sans la monnaie, qu'on peut commercer sans la monnaie, mais pourquoi est-ce qu'on va dire que la survie de ma maison dépend de ma domestique? Avec ou sans domestique, je peux vivre. La domestique vient pour mon aisance. La domestique vient pour pouvoir apporter un plus à ma vie. Donc, tant que la monnaie s'invite dans nos débats de développement comme étant l'essentiel à tout ce qui est politique de développement, pour moi, nous continuons pas à accepter la définition telle que les dictionnaires ou les universités nous l'ont imprimée. La pratique aujourd'hui nous montre le contraire, que c'est quand le modèle économique n'est pas bien réfléchi que le développement de nos pays souffre énormément. Nous avons à revoir notre modèle économique. Nous avons à revoir notre système de l'éducation qui viendra soutenir donc le nouveau modèle économique qui serait en adéquation avec le développement voulu par nos dirigeants. Quand la domestique vit chez vous, c'est encore bien, mais quand elle vous est prêtée par votre voisin, c'est encore plus dangereux. Voilà, c'est ce que j'allais dire, que je ne suis pas totalement d'accord avec le dernier développement de mon confrère. Parce que la monnaie aujourd'hui constitue une réserve. Vous savez, vous pouvez avoir, je ne sais pas, n'importe quel lingot d'or dans vos coffres. Ces lingots d'or-là vont donner de la valeur plutôt à votre monnaie. C'est votre monnaie qui sera forte. C'est votre monnaie.
Je suis d'accord avec vous qu'il faut produire. Que tu as produit toi-même, pas que tu as acheté. Voilà. Est-ce que vous savez que du moment où tu ne produis pas le lingot d'or, mais on dit que le lingot d'or est l'instrument pour conserver, pour des réserves de change, oui. mais que tu prends ton CFA ou tu prends ton CIRI pour en acheter, oui. D'abord pour l'acheter, tu dois d'abord acheter le dollar avant de l'acquérir. Tu as un problème. Voilà. Le problème, si, c'est comment financer. Si le lingot d'or en question est produit, transformé par nous-mêmes, par nos soins. Je fais comment pour produire par moi-même quand on ne me laisse pas la possibilité de mobiliser le financement nécessaire. C'est là que je vais te donner la magie. Ok. Regardons comment est-ce que nous transformons le maïs pour que cela devienne la pâte pour nous. Regarde pourquoi est-ce que nos aïeux ont fabriqué dans un premier temps la roue pour améliorer leurs conditions de vie, dans les outils de production agricole. Depuis que nos aïeux ont inventé la roue, quand l'éducation est rentrée dans nos vies, on a promis à nos parents que si vos enfants vont à l'école, ils deviennent des clercs, ils deviennent plus meilleurs. Il n'y a plus d'amélioration de ces outils rudimentaires. Donc, il y a un problème de volonté auprès des citoyens à continuer dans la transformation. Et c'est le manque de volonté de transformation au niveau des citoyens qui se limite sur le fait que si je n'ai pas l'argent, je ne peux rien faire. Je vous assure, allez au Burkina Faso, vous allez voir le niveau de l'artisanat, du développement de l'artisanat. Le développement de l'artisanat vient du fait qu'on fait la promotion du génie local, qui transforme tout sur place. Quand vous voyez aujourd'hui qu'on n'a pas pu arriver à transformer, à apporter de l'amélioration au niveau de la houe, qu'on dépend aujourd'hui des tracteurs qu'il faut importer pour pouvoir rebooster la production agricole, et il y a un véritable problème parce qu'à un moment donné, nous avons manqué de génie de transformation. Monsieur King, je suis totalement besoin que la monnaie rentre en jeu. Non, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Créer pour pouvoir satisfaire un besoin. Mais du moment où, pour satisfaire le besoin, vous manquez de la créativité, que vous avez besoin plutôt de tout finir, de tout prêt, de prêt à porter de votre voisin, là vous aurez besoin de la monnaie. Oui, monsieur Chamsi. Qui a le clé de la monnaie. Monsieur King, je suis totalement d'accord avec vous sur ce que vous venez de dire, puisque moi, il y a de cela 3 ans, j'ai lancé un concours pour justement amener nos jeunes à réfléchir à comment innover en modifiant la roue, en modifiant les outils de travail que nos ancêtres nous ont laissés, en modifiant comment on fait pour tisser les pagnes et tout. J'ai lancé un concours InnovTech Africa, vous pouvez faire des recherches, vous allez voir. Je suis totalement d'accord avec vous, mais là où le bas blesse, c'est que la monnaie, c'est elle qui permet aujourd'hui de mobiliser de la finance. C'est elle qui permet aujourd'hui d'avoir un stock d'argent pour pouvoir financer les instruments. Et quand vous parlez des jeunes qui ne veulent pas transformer, le problème, ce n'est pas les jeunes qui ne veulent pas transformer. Le problème, c'est comment financer cette transformation. En fait, parce que le problème... pas le financement que le problème. Non. On est buté déjà. Non. Comment vous pouvez amener un jeune aujourd'hui qui veut fabriquer peut-être une petite moto à y arriver quand ce monsieur n'a pas suffisamment de sous pour payer les barres de fer et faire des trucs. Le gars cherche à manger, ne trouve pas. Comment il va faire pour pouvoir financer les choses? Les questions sont importées. Oui. Dis-moi plutôt, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir... Quelle est la pratique qui permettrait plutôt aux Africains d'utiliser le fer qui est extrait chez nous, le transformer en bas de fer? Monsieur King, merci. Merci, Monsieur King. De la forge a disparu. Oui. Mais nos parents avaient la technicité pour transformer donc quoi? Les matières premières en question en matériel solide qui est fait pour pouvoir fabriquer des armes et des outils. Monsieur King, mais quand merci. Déjà vous demandez aux jeunes d'utiliser, c'est ça que je dis que du moment où l'économie est orientée importation, même quand on parle même de l'industrialisation en Afrique, même la matière première est importée. Les barres de fer dont vous parlez, c'est importé, c'est du produit fini importé sur notre marché. Justement, c'est importé parce qu'il y a 2 raisons qui valident cette importation. Donc, la première raison, je reviens sur l'éducation que nous avons reçue. Quelle éducation on nous a donné depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on nous a donné une éducation pour former des gens qui sont capables de réfléchir, pour travailler, pour produire, ou bien on a donné une éducation qui fait plutôt
des gens qui vont rester en cravate dans des bureaux où ils ne font pratiquement rien et qui sont payés à la fin du mois. C'est l'éducation à la base qui a été faussée. À part l'éducation, on nous a sevrés, on nous a privés de revenus. Un État ne peut pas se lever et financer quoi que ce soit aujourd'hui. Moi, quand le président Talon au Bénin a pris le pouvoir, je l'ai suivi parce que c'est quelqu'un qui a une vision claire, que je suis et que j'admire beaucoup. Le président Talon a pris la décision de recruter dans l'administration un certain nombre de personnes. C'était 800 000 personnes. Mais le FMI a opposé une feuille de non-recevoir à cet avis d'appel à recrutement que le président Talon a lancé. Pourquoi? Justement parce que c'est le FMI qui finance le budget du Bénin. Aujourd'hui, la question centrale de la monnaie, pas seulement de la monnaie, mais de la finance, est centrale au développement de nos pays. Lorsqu'on veut négliger, vous parlez de la transformation du fer. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer par transformer le fer comme nos paysans, les artisans le faisaient, chacun dans son village faisait. On aura quelle quantité à la fin? Il faut mettre en place, il faut mettre en place des mécanismes d'amélioration pour produire à la chaîne, parce que le développement industriel, quoi qu'on dise, c'est un travail. L'exportation brute donc de nos matières premières. Je ne fais pas. Ça, en tout cas en importation. Je pense qu'on doit financer plutôt la transformation locale. Sans le financement. Le problème il est ailleurs. On convient que la monnaie prend la valeur zéro dans l'ensemble. On va revenir aux téléspectateurs. Ils sont très nombreux. Le débat est très intéressant. Je vous promets, on va faire une deuxième partie avec votre plaisir. Alors, c'est Richard maintenant. Bonjour Gilles, bonjour à tous les invités. Richard Tagba depuis Cara. Je souhaite joyeux Noël à tous vos invités. Pour le thème du jour, je pense que si la monnaie est conçue, frappée dans les conditions comme elle l'est, le franc CFA, elle constituera un frein au développement. Maintenant, ma question est de savoir de quel développement s'agit-il? Développement en termes de changement quantitatif et qualitatif, ou bien dans les mentalités que dans les institutions, ou d'un développement purement économique? Ah, merci beaucoup mon frère pour vraiment un chapeau. On lui doit une bière. Sincèrement, oui, sa question elle est pertinente parce qu'aujourd'hui... il y a du tchouk, c'est plus local. Hein. Ah oui, du tchouk, voilà. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce que je voulais dire par là? Ce qu'il dit est très pertinent parce que en fait, souvent quand on pense au développement, il y a beaucoup qui pensent aux grandes routes, aux échangeurs, aux aéroports, aux immeubles alignés, aux pavés partout. Non, en fait, c'est pas ça le développement. Le développement, c'est d'abord humain. C'est l'être humain qui doit être valorisé. C'est l'être humain qui doit produire ce développement-là. Parce que dans notre contexte aujourd'hui, je vois beaucoup de présidents ou bien beaucoup d'entreprises qui, justement, je l'ai déjà dénoncé, font appel à des capitaux étrangers pour mettre en place un certain nombre d'infrastructures et ils qualifient ça qu'ils sont en train de faire du développement. Ça, ce n'est pas du développement. Ce n'est pas du développement. Le développement doit être endogène. Monsieur King est en train de défendre un point de vue, la production locale. Prenons les villages. Si on arrive à spécialiser des villages, par exemple, en production de temps, lorsque les villages vont commencer par produire suffisamment, et ça va dépasser leur niveau de consommation, le surplus de production peut être récupéré et commercialisé dans d'autres pays, après avoir transformé. Vous voyez? Et donc, en faisant ça, le développement ne vient plus d'en haut, mais le développement vient d'en bas. Et c'est l'homme qui se trouvera au centre de ce développement. Aujourd'hui, on est en train de faire du développement, mais à côté, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui n'ont pas où dormir. Vous allez à Sigamé, il y a des gens qui cherchent par où dormir, ils ne trouvent pas. C'est devant les boutiques que ces personnes-là dorment. Comment on peut faire du développement dans ce contexte? Si on veut réellement aller vers le développement, il faut qu'on mette l'accent sur la production locale. Pour aller vers cette production locale à grande échelle, il faut financer cette production locale. Et c'est là où nous devons aller. La monnaie interviendra en tant qu'instrument souverain parce que la monnaie est utilisée également dans le budget. Monsieur Kakonou Bokpo se tue de l'expliquer à tout moment que nous faisons comment on appelle ça, de l'asservissement volontaire, justement parce que nous avons laissé cet instrument-là de prise de décision dans la main des étrangers. Et donc, lorsqu'on va récupérer, par exemple, notre monnaie, on peut jouer là-dessus. J'ai déjà expliqué comment on peut gagner beaucoup plus d'argent
en exportant ou en important, juste en jouant sur la valeur de sa propre monnaie. Et la Chine, par exemple, maintient sa monnaie très bas vis-à-vis du dollar depuis très longtemps, justement parce que la Chine veut toutefois, chaque fois quand elle exporte ses produits vers les États-Unis, qu'elle gagne plus de devises que de bénéfices. Et donc, la monnaie joue quand même un rôle très central dans cette histoire, sans oublier les autres pans du développement que sont l'éducation et les autres. La prochaine question, Monsieur Dodro, elle vient de Clément de Lomé, un pays qui détient sa propre monnaie et souveraine dans le monde des affaires, est souverain dans le monde des affaires et donne une puissance au développement à ce pays. Il faut noter par ailleurs que c'est une vraie politique, le travail, l'industrialisation, pas de corruption, un vrai travail, une vraie politique d'un pays qui donne la vraie valeur à une monnaie. Ma question est pourquoi l'Afrique ne peut-elle pas avoir sa propre monnaie vu qu'elle regorge de toutes les ressources naturelles? Clément Delomé. Alors, quand votre habitude alimentaire a totalement changé, aujourd'hui, quand vous offrez à bolofed dans le four que nos mamans faisaient au village à un enfant, il va te dire que c'est compétent, il préfère plutôt le cake, il préfère les biscuits. Quand vous préférez offrir des whisky chers importés à Sorabi ou à Dehan ou à Koudjoukou aux invités pour qu'ils apprécient ce que nous faisons chez nous, sachez très bien que vous n'aurez jamais de développement, même si vous avez votre propre monnaie. Parce que votre propre monnaie servira à alimenter l'économie de voisins. Parce que vous constituez pour ce dernier des débouchés sûrs pour leur production. Vous savez, le problème, c'est quoi? L'Europe a atteint un niveau d'industrialisation où aujourd'hui la population étant décroissante. En Europe, il faut qu'il y ait de nouveaux marchés pour consommer la production de leur industrie qui travaille 24 heures. Mais si vous continuez, ils travaillent dans notre mental pour qu'on change d'habitude alimentaire, orienté vers leur habitude alimentaire, pour que nous condamnons nous-mêmes ce que nous produisons, pour qu'on n'apprécie plus nos mains. Donc du coup, le modèle économique tel que ça y est, soutenu par nos habitudes alimentaires, n'est pas de choses à encourager un développement certain, même si aujourd'hui vous changez franc CFA pour aller à votre propre monnaie que vous battez. Sachez que vous allez toujours remettre ça à celui que vous avez condamné hier pour pouvoir s'approvisionner, pour satisfaire votre besoin en consommation. On va aller plus vite. Bonjour New World TV, comment peut-on expliquer que le pétrole du Qatar profite aux Qataris alors que le pétrole du Nigeria ne profite pas au Nigeria? Merci beaucoup. C'est une question de souveraineté en fait. Le Nigeria a été colonisé par la Grande-Bretagne et pendant longtemps le Nigeria ne contrôlait pas la production de son pétrole. Ne serait-ce qu'il y a de cela un an, j'ai appris une histoire qui m'a fait froid dans le dos. C'est que depuis très longtemps, on a installé des pipelines parallèles sur le pétrole du Nigeria, dans le Golfe, dans le delta. Et ce pipeline longe les côtes pour aller quelque part au fond de la mer où des bateaux venaient s'accoster, se remplir de pétrole et partaient sans que le Nigeria ne soit même pas au courant. Et donc ce commerce a perduré, il paraît-il que ce n'est pas une question de 20 ans. Donc les gens se servaient sur le dos du Nigeria sans que le Nigeria ne soit informé. La question de la souveraineté se pose de façon plus accrue parce que lorsqu'on prend nos pays qui dépendent fortement du FMI, de la Banque mondiale, lorsque nos pays veulent signer des accords, ce n'est jamais gratuit. On leur demande toujours des choses en contrepartie. C'est ce que Kadhafi a toujours combattu. Kadhafi, quand il a pris le pays, il a nationalisé toute son économie. Ce qui a fait que Kadhafi, quand tu es un pétrolier qui investit dans le pays, en Libye, c'est 2 ou 3% seulement des bénéfices que tu as. Le reste, c'est pour l'État. Et donc, Kadhafi a pu financer le local et tout. A financé même les jeunes qui vont partout à l'école, le mariage, tout, l'eau était gratuite, voilà. Alors qu'au Nigeria, le pétrole même qui est produit uniquement que de façon brute. Il faut l'amener, il faut le vendre, l'amener en Europe pour être raffiné avant de revenir et vendre. C'est ce qui se faisait jusqu'à très récemment. Le Ghana fait la même chose. Le Ghana achète le pétrole raffiné auprès des pays qui raffinent. Pourquoi le Ghana n'avait pas installé, par exemple,
des raffineries sur son pays. Le Nigeria est en train d'installer la plus grande raffinerie. C'est maintenant qu'on se réveille. Et moi, je dis place. toujours que c'est une question d'éducation. Le colon n'a pas voulu. Mais jusqu'à récemment, on nous disait que le blé ne pouvait pas se produire en Afrique. Vous voyez, c'est des choses qu'on nous a martelées, on nous a récitées, à telle enseigne qu'on nous a formaté, réinstallé. On ne se retrouvait plus. Monsieur Dodjro parlait tout à l'heure de nos habitudes alimentaires. Nous avons des élites qui sont là pour défendre corps et âme et à coups de biais l'intérêt du colon. Ils sont là pour corrompre les députés, ils sont là pour corrompre même les présidents de la République, ils sont là pour corrompre des ministres. Et quand ils arrivent à mettre tout ce monde-là dans la poche, on leur donne le feu vert. Et c'est eux qui ont le micro. Aujourd'hui, il y a des gens qui font encore comment on l'appelle-t-on, la publicité pour des OGM ou bien pour des semences modifiées sur le territoire togolais. Ils vont dans tous les villages vendre cette semence qui a été modifiée génétiquement ou bien eux-mêmes ils parlent maintenant de la variété F1, que c'est juste des croisements qu'ils ont fait et tout. Mais c'est eux qui vendent, c'est eux qui ont le micro. Ils ont l'homologation. Ils ne continuent pas à vendre. Quand les herbicides sont arrivés dans ce pays, je fais partie de ceux qui ont dit non. Ça ne va pas aller. Parce qu'avant, quand tu vas au village, la vieille ou bien la cousine de ta maman fait la sauce de foufou, tu es à 100 mètres, mais tu entends l'odeur, tu sais qu'il y a foufou quelque part. Mais aujourd'hui, on a perdu tout ça là parce qu'on a amené les herbicides. Aujourd'hui, les paysans meurent vite. Ils vieillissent trop vite parce qu'on a mis les... Et ça, c'est l'élite. Ceux-là qui se disent on a fréquenté et qui sont avides d'argent. Juste ça, gagner plus d'argent tous les jours, qui corrompt maintenant le peuple en amenant ce qui n'est pas bien. Top chrono, 5 minutes encore. Merci bien pour cette émission. Avec le troc à l'époque, est-ce que l'on pouvait construire une maison? C'est Étienne qui nous pose la question. Étienne qui nous dit, tiens, si je suis impressionné par vos propos sur le fameux franc CFA. Avec le troc, peut-on construire une maison? Bien sûr qu'on peut construire une maison. Ça se fait, excusez-moi, ça se fait jusqu'à récemment. Oui, vous construisez pour moi, je construis pour vous. Bien sûr, c'est ce qui se faisait. Quand on construit les Tata Somba, est-ce qu'on s'en va payer quelque chose quelque part? Non. Il y a les Bamileke qui construisaient des maisons en pyramide. Si vous voyez leur immeuble, vous allez crier. Mais jusqu'à récemment, ils ne continuent pas à construire sans apport de sous. Même dans les villages aujourd'hui, quand vous voulez construire votre maison, vous faites appel aux voisins. Les femmes viennent, elles puissent de l'eau, d'autres malaxent le sol, d'autres coupent les briques. Et puis, tout à l'heure, en chantant, dansant, on construit votre maison, on couvre, et puis vous rentrez dedans. Lorsque le voisin aura besoin de vous, vous y allez pour l'aider. On peut construire sa maison avec le troc. Même des maisons à étage. On devait seulement améliorer la technique de construction avec les terres là, et pour renforcer dans nos structures. Mais qu'est-ce qu'on a préféré? On a changé d'habitude de construction pour opter pour la construction importée, donc les briques, les ciments, tout ce que vous pouvez imaginer. Alilou de Mango, bonjour New World Forum. Félicitations à vos vaillants panélistes. La monnaie ne fait pas forcément le développement, mais elle peut contribuer au développement. Tout est question de la capacité productive d'une nation. Je pense que pour le cas particulier du franc CFA, c'est un peu délicat. En effet, l'autonomie monétaire étant un élément essentiel de souveraineté d'un pays, il serait important que nos gouvernants puissent se départir du franc CFA. Toutefois, avec la cupidité et le gangstérisme politique érigé en règle dans nos pays, posséder sa propre monnaie serait dangereux pour nos économies. À vrai dire, à l'état actuel des choses, nos pays étant pris au piège, sortis du franc CFA serait un leurre. La question paraît plus politique qu'économique, en ce sens que posséder sa propre monnaie supposerait avant tout une prise de conscience totale des dirigeants qui, en l'état, ne sont pas encore prêts à servir l'intérêt général de la population. Pour finir, je voudrais dire à la France que ce jour viendra tôt ou tard. Bonne émission, Alilou depuis Mango. Vous avez un commentaire rapide? Bien sûr, effectivement, il a dit quelque chose qui est très sensé. Quand on parle d'un sujet, on caractérise le sujet de politique, vous savez que c'est un sujet qui est dénudé de tout bon sens en fait. Le franc CFA, la monnaie, tout ce qui a lieu en rapport avec le développement, c'est vraiment un sujet politique. Et il n'est pas du tout économique, selon moi, ma compréhension de l'économie. Et la valeur que prend donc la monnaie dans l'ensemble qu'on appelle l'économie, c'est purement politique. Bon. Je peux ajouter quelque chose rapidement? Bon, en fait, comme il l'a dit, lorsqu'on prend le franc CFA dans sa logique à lui,
aujourd'hui nos dirigeants sont plus corrompus, ils cherchent plus leurs intérêts que l'intérêt du peuple, donc ça ne servira à rien de changer. Alors que c'est faux. Justement, c'est parce que la France produit cette monnaie que nos dirigeants servent plutôt la France que de nous servir, parce qu'ils savent qu'en le servant, la France va les récompenser. Donc c'est l'instrument de corruption de nos dirigeants. Du coup, si on produit localement, nos dirigeants ne serviront plus les intérêts de la France. Bonjour Gilles et à tes invités, joyeux Noël à tous. Le problème de la monnaie dans la zone Afrique francophone est bien compliqué. C'est Tchenyao Kader qui nous écrit de Sokoré. Même les économistes les plus chevronnés n'arrivent pas à mieux nous expliquer. Ce qui est certain, le franc CFA est un frein pour le développement, mais n'est pas la cause principale de notre retard. Notre retard est dans notre esprit. À l'époque coloniale, même avec le peu qui revenait aux colonies, il y a eu une amorce de développement. Aujourd'hui, le vol, la corruption sont les vraies raisons de notre retard. Les peuples noirs étaient moins lésés qu'aujourd'hui. Le président sud-africain a laissé des milliers de dollars dans son champ alors que les jeunes ont besoin de financement pour le développement. Kader Tchenyao de Sokoré. Alors que nous dit ce téléspectateur, bonjour à vos invités. En d'autres temps, vos invités ne retrouveraient jamais leur famille pour appel à la révolte et tentative de coup d'État. Question. Nos dirigeants sont-ils conscients de ces enjeux économiques que vous expliquez si clairement? Que font ces dirigeants de leur pouvoir? Juste servir le maître, puisque nous ne sentons aucun engagement à renverser cette situation et la rendre favorable au peuple africain. Merci d'éclairer davantage les nouvelles générations. Je parle de l'engagement à résoudre le problème de monnaie. Nous avons suffisamment d'hommes et de femmes compétents pour changer la monnaie, nous dit ce téléspectateur. Ils sont encore très très nombreux, mais là, nous n'avons plus de temps. King, merci d'être passé encore aujourd'hui. Merci, cher ami, merci aux téléspectateurs. On espère qu'on a été à la hauteur du développement du thème, qu'on a servi d'éléments pour pouvoir leur permettre de tirer leurs propres conclusions. Pour ma part, nous avons grand intérêt à changer de paradigme. Et définitivement retrouver un nouveau modèle économique. Justement, retrouvons carrément un chemin de développement certain. Merci King. Kokou Jamsi? Oui, je voudrais vous remercier. D'abord, remercier Niwa TV et nos téléspectateurs de nous avoir suivis. On espère effectivement qu'on a été à la hauteur. Et moi, si j'ai un message à donner, c'est d'appeler les uns les autres à résoudre un problème plutôt que de vouloir aller de laisser le problème. C'est-à-dire il faut que nos députés, les élus du peuple puissent prendre cette histoire de monnaie à bras le corps pour le résoudre. Merci. Et nous arrivons à la fin de notre forum. Petit Jésus était avec Yama Jaco pour la réalisation de cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Bonne fête à ceux qui font Noël aujourd'hui. À très bientôt.